Bien, bonjour à tous. Il est 19 heures. On va attendre un petit peu que les derniers arrivent. Je pense que vous devez m'entendre. J'espère que vous m'entendez, que tout se passe bien. Donc, dans le cadre du lancement de notre nouveau site Axel Sport, Axel Conseil, Axel Sport, qui aura lieu dans la semaine prochaine, dans le courant de la semaine prochaine, on a décidé avec toute l'équipe de faire des petits webinaires assez courts sur nos spécialités, donc le rugby, le golf, le basket et le foot avec Damien qui a ouvert le bal, si je puis dire, dès vendredi. Voilà. Donc aujourd'hui, le thème, c'est donc les préférences motrices dans le rugby. Et Xavier, qui répondra à vos questions tout à l'heure, nous a créé une petite vidéo d'une douzaine de minutes, je crois, à peu près, que je vais lancer dans quelques instants. Et donc, voilà, il va parler de préférences motrices, de rugby, des choses comme ça. Donc, il a pris un thème, comme vous verrez, puisque c'est assez court, un peu particulier. Et puis après, vous pourrez poser toutes les questions que vous souhaitez ou faire toutes les remarques que vous voulez par rapport à ce qui a pu se dire et ainsi de suite. Voilà. Et là, il y aura un échange, cette fois-ci en direct, avec Xavier. Voilà. Ce webinaire passe en même temps en direct sur Facebook, sur notre site Axel Conseil, enfin notre site sur Facebook Axel Conseil et Axel Sport. Voilà. Donc, soit vous pouvez poser après des questions par écrit sur le site, soit vous pouvez poser des questions en direct, comme on fera. Il suffira d'ouvrir les micros et on ouvrira tous les micros et comme ça, on pourra, avec Xavier, converser. Voilà, je vais partager mon écran. Tac, voilà, aller chercher hop là, le séminaire qui est ici. Voilà, et ben c'est parti. On écoute tout ce que va nous dire Xavier. Bonjour, Xavier Longa, je suis professeur agrégé d'EPS et consultant pour la société Axel Sport. Nous allons prendre 20 minutes ensemble de présentation suivie de quelques questions pour vous présenter l'approche que nous faisons de l'activité rugby dans ces différentes phases. Tout d'abord, je vais prendre un peu de temps pour vous expliquer, ou vous faire deviner plutôt, ce qu'est pour nous une préférence motrice. Nous allons voir deux joueurs. Je pense que vous devez connaître obligatoirement, donc Sonny B. Williams et Dan Carter. Donc vous les connaissez, mais vous croisez les bras comme lequel? Vous croisez les bras comme Sonny ou vous croisez les bras comme Dan? Alors, cette manière de croiser les bras est certes une préférence motrice, qui pour nous n'est pas très intéressante au niveau rugby, mais c'est juste pour vous montrer, d'accord, que tout le monde fait quelque chose, fait la même chose, mais peut-être le fait différemment. Essayez, vous allez voir. Si vous êtes deux, si vous êtes trois, essayez de voir si les personnes qui sont avec vous font la même chose que vous ou ne font pas la même chose que vous. On peut aller un petit peu plus loin et montrer par exemple, regardez, lorsqu'il frappe au but, Owen Farrell et toujours Dan Carter, vous voyez, ne font pas les mêmes choses, ne sont pas en appui de la même manière, les bras ne sont pas exactement pareils, les mains non plus, la tête non plus, tout est un peu différent. Alors vous me direz, ce n'est pas des grandes différences, mais vous savez aussi bien que moi que dans le sport de haut niveau, les petites différences, j'allais dire, font les grands écarts à la fin. D'accord ? On est bien d'accord que dans le sport de haut niveau, il faut arriver à rendre le sportif le plus efficient possible, avec le moins d'énergie possible, le plus vite possible et le plus facilement pour lui, en plus qu'il évite les blessures. Et notre leitmotiv est dans ce sens-là. Donc, nous pouvons, comment dire, aborder également la chose en disant qu'il y a de l'action, partout. Il faut de l'action. Mais nous, ce qui est important pour nous, c'est cet axe, enfin cette rotation plutôt, parce que ce n'est pas un axe, perception-action. Et nous pensons que si on ne respecte pas cette dualité entre la perception et l'action, ça ne peut pas aller.
C'est-à-dire l'action vient de la perception et entraîne une autre perception qui entraîne une autre action, etc., etc. C'est cette logique qui est très très importante et que nous devons défendre, que nous voulons défendre, que nous défendons, d'accord, mais qui nous semble être vraiment centrale dans l'approche que nous prenons. Alors, pour cela, on va commencer rapidement, parce qu'on va pas rester 2 heures et demie ensemble, mais on va essayer de vous montrer tous les axes de jeu, dans quels axes de jeu, on va dire, on peut arriver à apporter, peut-être pas des solutions, mais des axes de réflexion pour vous, mettre un gros coup de projecteur sur ce que vous faites et peut-être vous faire sentir certaines choses, vous faire voir certaines choses qui après, avec la maîtrise que vous avez des habiletés motrices de vos joueurs, les interventions seront beaucoup plus faciles et beaucoup plus pertinentes. Alors, les 9 phases de jeu, rapidement, bon, vous les connaissez aussi bien que moi, je ne vais pas vous apprendre grand chose là-dessus. Donc, les mêlées, les rucks, le jeu au pied, les coups d'envoi, les attaques placées, les molles, les pénalités, les touches et enfin, les récupérations hautes. Alors, on arrive à voir plein de choses au niveau des préférences motrices sur ces 9 phases de jeu-là. Alors, pour être un peu plus pertinent, pour vous montrer jusqu'où on peut aller, nous allons nous focaliser que sur une seule. On va en prendre juste une seule. Et cette phase de jeu, ça sera les touches. Et les touches, nous allons les subdiviser, les aborder en 3 phases rapides, c'est-à-dire 3 phases qui vont être, générées par l'activité de certains joueurs. Alors, premièrement, les lanceurs, deuxièmement, lifters, et troisièmement, les sauteurs. Alors, pour ce qui est des lanceurs, dans un premier temps, vous avez pu voir, vous avez pu constater sûrement qu'ils ne mettent pas les bras de la même manière. D'accord? Ils n'utilisent pas leurs bras de la même manière. Je vous montrerai juste 2 joueurs anglais, juste rapidement. Voilà. Donc, vous voyez qu'il y en a un qui est légèrement avec les coudes écartés et l'autre qui a les coudes quasiment complètement serrés. Nous, c'est ce qu'on appelle, mais c'est compliqué de vous expliquer ça comme ça, je vais vous donner le nom, je pense que vous ne saurez pas ce que ça veut dire, mais ce n'est pas très grave pour l'instant, ce qu'on appelle des verticaux et des horizontaux. On peut voir, en plus que de lancer le ballon, avec les coudes très près, les verticaux préfèrent avoir l'action qui arrive face à eux, que ce soit le ballon, que ce soit l'adversaire, que ce soit tout ce qui peut arriver, la perception se fait en direct. Alors que les horizontaux, la perception, pour en revenir un peu à ce qu'on disait tout à l'heure sur la notion de cercle, vous savez, perception-action, les horizontaux préfèrent que les actions arrivent latéralement à eux. C'est pour ça qu'ils ont tendance à écarter un peu plus les coudes que les verticaux. C'est une première chose. Alors, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de bien ou mal. On ne dit pas que le joueur de droite ou le joueur de gauche est mieux que l'autre. D'accord? C'est juste que chacun a sa préférence et sera obligatoirement meilleur, plus vite, dans la durée, dans sa préférence. C'est tout ce que nous voulons vous montrer et pas imposer quelque habileté ou quelque technique que ce soit. Vous êtes bien meilleur que nous pour aller chercher les habiletés motrices. Au niveau des lancers, on peut voir également qu'il y a des positions du corps qui sont différentes. Pourquoi? Parce que les joueurs ne vont pas prendre l'appui au même endroit, ne vont pas prendre la force au même endroit, ne vont pas prendre la vitesse au même endroit, la dynamique au même endroit. Et c'est pour ça que nous nous retrouvons avec 2 lanceurs qui peuvent être comme ça. Un lanceur qui a quasiment les jambes tendues et l'autre lanceur, vous voyez, qui a les jambes fléchies, qui va aller chercher un appui plutôt en bas, le pousser plutôt au niveau des hanches, alors que l'autre va aller chercher plutôt un travail du haut du corps. D'accord? C'est encore une préférence. C'est encore quelque chose qui se voit assez facilement. Ensuite, après lanceur, nous allons voir les lifters et nous allons faire un lien direct avec ce que nous venons de voir sur l'appui. C'est-à-dire que vous allez voir 2 lifters, un lifter All Black et un lifter français. Le français aura le numéro 1 dans le dos et le lifter néo-zélandais aura le numéro 3. Vous allez voir juste l'attitude qu'ils vont avoir. Vous allez les voir à vitesse réelle, puis après au ralenti, d'accord? Et vous essayez de voir déjà, est-ce que vous voyez quelques différences ou non? Et je vous laisse regarder les images et je vous rejoins juste derrière pour vous expliquer ce que vous auriez dû voir. Mais c'est compliqué peut-être, mais ce que vous allez peut-être, vous dire après, ah ben oui, c'est exact, c'est vrai qu'il y avait une différence entre les deux. Je vous laisse regarder.
Donc, vous voyez, c'est Kamisha qui fait la touche. Et vous avez les deux lifters qui se mettent en place. Voilà, la touche est jouée. On va la voir un petit peu plus. Alors, regardez peut-être un peu la position du 3 qui est plus basse que la position du 1 et qui va le faire en une seule phase. Voilà, alors que le 1 va faire en deux phases, c'est-à-dire qu'il va d'abord monter, puis descendre pour remonter, alors que le 3 fera juste une poussée au sol et remontera. C'est ce qu'on appelle la poussée 0-1 chez certains, la poussée 1-2 chez d'autres. Mais bon, on ne va pas aller dans le détail. C'est une poussée qui part des hanches pour certaines, d'accord, et une poussée qui est plutôt en rebond pour d'autres, mais qui part des hanches et des appuis au sol, d'accord, et une poussée qui est plutôt en rebond pour les autres. Vous voyez, là, il y a une différence quand même qui peut être essentielle. Si on donne la même consigne à tous les joueurs, il peut y avoir vraiment une réelle différence dans l'applicatif et surtout dans l'efficacité et dans le résultat de ce que vous allez demander à vos joueurs. Enfin, et c'est quand même important parce que c'est eux qui prennent le ballon, vous le savez aussi bien que moi, les sauteurs. Alors les sauteurs, on va voir différentes choses. Premièrement, on va voir, regardez, je vais vous montrer 3 images où il y a les 4 possibilités, en fait, en termes de préférence motrice, préférentielle pour pouvoir attraper un ballon. Vous voyez, le joueur britannique, le premier, prend le ballon devant lui, de face, avec les 2 mains et avec les bras plutôt fléchis, plutôt près de lui. Ensuite, vous avez le joueur de Lyon, il me semble, qui est en blanc, donc avec le casque rouge, qui lui va prendre le ballon devant, d'accord, mais avec les bras tendus, d'accord, loin de lui. Après, vous avez le joueur du Stade Toulousain, vous voyez, qui est en extension avec le bras gauche tendu. Et en fait, vous avez le joueur de Montferrand, qui est en extension avec le bras droit tendu. Donc, chacun a sa spécificité, d'accord. Il n'y a pas encore une fois de bien ou de mal, il y en a qui sont plus à l'aise que d'autres. Vous devez, pour ceux qui connaissent bien l'activité, déjà vous dire, comme moi, mais alors, est-ce que c'est pas plus intéressant de faire jouer, de faire sauter un sauteur comme l'anglais, le premier devant, puisqu'il va recevoir le ballon très près de lui, et un sauteur, par exemple, comme le joueur de Lyon, plutôt derrière, puisqu'il aura plus de temps de lever les 2 bras pour prendre le ballon. C'est à réfléchir, c'est à voir. Quand nous intervenons, nous ne sommes jamais là pour imposer. Nous venons toujours répondre aux besoins, aux questionnements et aux problématiques du staff et de l'équipe. C'est par rapport à ce que vous allez nous dire que nous allons vous amener des réponses par rapport à votre problématique. Nous imposons jamais rien. Nous n'avons jamais raison. C'est vous qui avez raison. On sera là uniquement pour amener un éclairage, pour vous donner des solutions, des pistes de réflexion que après vous allez pouvoir mettre en œuvre avec votre technicité. Les sauteurs, nous allons continuer. L'orientation du corps, qui peut être très très importante également. Alors, une orientation du corps, vous voyez, le joueur anglais est capable de faire une dissociation. Alors, une dissociation, c'est quoi? C'est quand la ligne des épaules vient se mettre à une certaine position angulaire par rapport à vos hanches. C'est-à-dire dans une position qui serait à peu près comme ça, où je suis capable de tourner les épaules alors que mes hanches sont restées de face. Ok, alors que le joueur, alors on a pris un petit niveau français, comme ça on voit bien que ça se passe pareil à un très haut niveau international, mais également les joueurs de club en France. D'accord, vous voyez que lui, quand il tourne les épaules, il y a ses hanches qui sont en train de suivre le mouvement parce c'est très très compliqué pour lui. On ne va pas rentrer dans les détails, mais on appelle ça des différences de points de coordination. D'accord, donc il y en a un qui se coordonne plutôt en haut, l'autre qui se coordonne plutôt en bas. Et voilà, ça ramène ça. La réflexion que vous pouvez avoir, c'est déjà, est-ce qu'il n'est pas mieux de jouer des libérations rapides avec des joueurs dissociés qui vont éjecter la balle rapidement pour enchaîner sur un jeu rapide et peut-être utiliser les joueurs associés pour retomber au sol, créer un maul et ensuite enchaîner sur une avancée ou autre chose. Ensuite, l'orientation du corps, vous allez l'avoir sur 2 exemples. Alors, 2 Néo-Zélandais, d'accord? Je vous laisse voir. Voilà, ça, c'est un joueur dissocié, d'accord? Vous avez vu, hop, en haut, et il se dissocie avec les épaules, il donne le ballon et on joue rapide derrière. Et ensuite, un joueur associé, voilà, vous avez vu, c'est-à-dire que quand il retombe, les hanches suivent la ligne des épaules et il se retrouve quasiment de dos au joueur. En l'occurrence, le maul, je ne sais pas si c'était la volonté, mais n'a pas été structuré. Mais vous avez vu juste l'orientation du corps du joueur qui était complètement différente. Ensuite, ce qui est important pour nous, c'est que
on ne va pas faire du désapprentissage. Ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qu'on prône, ce qu'on vous expliquera, on travaillera avec vous, on vous montrera, c'est qu'il est possible de faire évoluer les joueurs en s'appuyant sur les préférences motrices, en évitant cette phase de désapprentissage. Vous avez tous appris, je suppose, lors de vos formations, lors de vos études, que lorsqu'il y a apprentissage, si on veut qu'il y ait apprentissage, il faut qu'il y ait une phase de désapprentissage pour réapprendre. Ce fameuse courbe-là, qui est très très connue, avec le lambda où on gagne un petit peu. Là, nous, on n'est pas dans le désapprentissage. On va chercher les zones facilitatrices d'apprentissage de chaque joueur. Et ensuite, avec une méthode qui nous est pas propre, parce que nous ne sommes pas les seuls, il y a beaucoup de gens qui commencent à la faire en Europe. Alors, on ne va pas citer de nom, parce que mais en Allemagne, en Irlande, il y a beaucoup de gens qui développent ça. Et c'est quelque chose qui est, j'allais dire, très adapté à chaque personne. Et surtout, c'est une réponse du corps avec ses préférences motrices aux sollicitations externes que l'on peut demander, comme activité, comme situation d'apprentissage, etc., etc. Maintenant, nous avons au début vu les 9 phases de jeu. Je vous en ai traité très très rapidement. On pourrait y rester beaucoup plus longtemps, mais vous comprenez que c'est compliqué avec un écran. Je préfère être sur le terrain moi aussi, et via un écran, c'est jamais facile. Donc, je vous ai explicité un peu ce qu'on pouvait faire au niveau des touches. Il y en a 8 autres, et il y en aurait encore bien d'autres si on réfléchit un petit peu. Il y a plein de choses qu'on peut voir sur le placement des 3 quarts, sur quel 3 quarts, sur l'espace entre le 10 et le premier centre, sur le travail des troisièmes lignes qui peuvent venir prendre les intervalles. Et il y a plein de choses que l'on peut travailler par rapport aux préférences motrices. On veut juste essayer d'éveiller votre esprit à ça, que vous sachiez que ça existe, d'accord? Et si vous êtes intéressé, d'accord? Après les questions que vous allez me poser, je serai bien sûr ravi et à votre disposition de vous répondre ou sur l'adresse que vous voyez qui est le site d'Axel Sport, mais également de me contacter ou sur Facebook ou sur LinkedIn avec mon nom Xavier Longa. Voilà, merci beaucoup pour votre attention et nous allons passer maintenant aux questions. Voilà. Merci Xavier. Ah, muet, il faut que je rouvre. Donc, c'est bon. Voilà. Merci Xavier pour ce cours, comment dire, exposé. Donc maintenant, vous pouvez ouvrir vos micros. Xavier, tu es là. Tu m'entends, Xavier? Oui, j'entends très bien, aucun problème. Bonsoir à tous. Si vous avez des questions sur ce qu'a présenté Xavier, sur peut-être d'autres choses ou des interrogations ou des remarques, n'hésitez pas. Je sais, comme toujours, que la première question est toujours la plus difficile. Donc, juste d'ouvrir votre micro et de poser une question. Je vais commencer alors, je vais ouvrir. Manuel. Oui. Bonsoir Manuel, c'est ça? Ouais, on s'est croisés à Drancy sur la journée de formation. Ah, ok, d'accord. Mercedes, voilà. Moi, j'étais là-bas, donc j'avais un peu vu tout ça déjà. Ok. Alors, ma question, ça serait juste de savoir si, justement, si depuis la dernière fois, puisqu'on en avait parlé un petit peu, si vous avez, parce que je vois que là, tu as détaillé, tu as fait en tout cas une liste d'actions sur lesquelles vous avez avancé. Donc, est-ce que depuis la dernière fois, vous avez avancé sur l'application pratique, malgré tout? Parce que tu dis bien que c'est nous qui devons le faire, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que moi, j'avais un peu de mal. J'ai trouvé très intéressant ce qu'on avait vu à la formation. Ça m'avait même interpellé à beaucoup de niveaux. Même à un niveau personnel, et puis même en tant que musicien, il y a beaucoup de choses qui m'intéressaient parce que je suis prof de musique aussi. J'ai vu que tu grattais la guitare un peu pendant le… Voilà, donc après, sur le terrain, moi je m'occupe des U12 en fait. Mais je suis amené peut-être à faire d'autres choses, mais pour l'instant, ça fait longtemps que je fais les U12. Et en fait, c'était juste, j'avais eu un peu de mal à établir, alors on n'avait pas pu faire la fin de la formation, mais j'avais eu un peu de mal à établir le lien concret avec le terrain. On n'avait pas pu faire la partie, je crois, terrain d'ailleurs. Exactement. Peut-être aura-t-elle lieu? C'est une question aussi d'ailleurs. J'espère. Donc voilà, en gros, c'est ça. Est-ce que vous avez avancé pour préciser ça? Voilà, c'était ma question.
Alors, la réponse en 2 temps. Alors, premièrement, on a avancé, nous en interne, on a avancé sur plein de choses. On a testé plein de choses. Alors, je te dirais pas sur terrain avec des joueurs, puisqu'avec la Covid qui est arrivée, ça a été un peu compliqué. En fait, tu le sais aussi bien que moi, ça n'a pas été simple d'avoir des joueurs. Moi, j'ai mis en place, je l'ai testé avant les vacances, moi, avec mes élèves. Hein, je suis prof à lycée, donc je l'ai testé avec mes élèves. Mais on était en train de le tester grandeur nature avec certains clubs. Mais peut-être que le président Axel me dira que je n'ai pas le droit de citer les clubs, donc je ne vais pas les Non, citer. c'est-à-dire forcément, on a des, voilà, des confidentialités et que les clubs qui nous font confiance ont envie un peu de garder ça pour eux, même s'il y a d'autres clubs concurrents de ces clubs-là qui nous demandent aussi. Mais voilà, donc voilà. Par contre, c'est des clubs du top 14, voilà. Donc voilà, donc on est en train de mettre ça. On a discuté encore dernièrement avec un manager général de Top 14 qui est très intéressé, qui a vu plein de choses, avec qui on a discuté, on a trouvé des axes de travail intéressants. Alors sur la touche, parce que on a parlé de beaucoup de touches, mais également sur ce qui l'intéressait, c'était les intervalles la prise d'intervalle par les troisièmes lignes sur l'intérieur du 10, ça fait des choses comme ça. Donc voilà, on a discuté de plein de choses. Alors maintenant, pour te répondre directement à ta question, la mise en pratique sur le terrain, je l'ai faite avec des élèves. Ça n'a pas été fait avec des joueurs de haut niveau encore. Ça sera fait début juillet, là, d'ici quelques temps, avec cette équipe-là. C'est cool. Voilà. Bon, je laisse la place aux autres questions. D'autres questions? Non, pas d'autres questions, pas de remarques? Si vous aviez, si je me permets d'intervenir par rapport à la question de Manuel aussi, et sur comment c'est important que ça vienne du club. En fait, globalement, ce qu'on nous demande en général, c'est de répondre à des problématiques particulières en travaillant avec des cellules. Par exemple, moi, le club avec lequel je suis intervenu, même si on n'est pas encore passé au terrain avec eux, ils étaient intéressés par exemple, un travail spécifique de 1000 mêlées. Et puis après, on revient un peu plus tard pour un travail spécifique lancé en touche ou un travail spécifique sur comment tu construis. C'est un club, et là, on ne va pas dire lequel, mais c'était un club qui avait une problématique particulière sur la construction des molles offensifs. Donc, on va avoir une intervention spécifique sur comment tu construis, comment tu organises, quel joueur à quel endroit, sur qui tu lances, enfin, tout ça. En fait, nous, on a des réponses à apporter, mais sur un contexte qui va être défini spécifiquement par le club. Voilà, c'est juste le petit complément concret par rapport à ce que disait Xavier. Ok, alors par rapport à la question de Gérard Vaillant sur Facebook, Oui. Peux-tu prendre un exemple pratique d'une situation pratique pour une remédiation? Alors, pour une remédiation, par exemple, comment je vais te dire, un joueur qui, pour des raisons XY, mais que tu connais toi, mais je ne vais pas expliquer à tout le monde parce que ça prendra un peu de temps, un joueur qui a une tendance plutôt à être plus performant sur les prises de balles derrière lui, avec une extension des chaînes postérieures. Si tu le fais sauter en premier sauteur, ça risque peut-être d'être un peu compliqué parce que tu risques de perdre du temps et d'avoir le deuxième bloc qui va te gêner. Donc, ça serait plutôt un joueur que tu ferais sauter derrière. Tu vois, par exemple, si on voit qu'il y a beaucoup de pertes de balles, et faire sauter devant, comme je le disais, un joueur plutôt qui va le prendre devant, au cœur, d'accord, pour enchaîner un môle derrière. C'est ce genre de choses qu'on peut voir sur les touches. Bon, après, on va pas voir 50 choses sur les choses. Mais tu vois, par exemple, sur les demi-mêlées ou sur les rucks, les joueurs qui sont plutôt en équilibre avant ou plutôt en équilibre arrière, les joueurs qui tombent dans les rucks et les joueurs qui arrivent en premier en tant que sur un ruck et qui basculent parce qu'ils sont sur l'avant-pied, les épaules en avant et qui basculent et donc ils vont se retrouver en position de faute hors jeu. Voilà, bon, il y a des remédiations à avoir, que ce ne soit pas peut-être ces joueurs qui aillent en premier, ou alors si c'est eux qui savent qu'il faut qu'ils prennent appui peut-être un peu plus près du joueur pour ne pas basculer, etc., etc. Voilà, par exemple, pour répondre à ta question, mais il y en a d'autres. Est-ce que tu peux détailler ce que vous avez fait avec les talonneurs, avec Damien? Cette situation-là. Ouais, alors on a travaillé avec les talonneurs, parce qu'on a travaillé quand même un peu avec les talonneurs, avec le club dont je parlais, sur les lancers en touche, et on leur a montré en fait que par rapport à l'image que je vous avais montrée, ils avaient un lanceur qui était très jambes tendues pour X, Y raison d'imitation, et on l'a juste fait, j'allais dire, basculer un petit peu, lui faire sentir surtout l'intention qui était pour lancer loin, peut-être d'aller chercher un petit peu plus sur ses chaînes postérieures avec les genoux un petit peu plus fléchis. Voilà,
Voilà, donc on est passé et pour quel résultat? plus de tête 162 à 136 d'angle pour des résultats je crois, on est passé de 6 sur 10 à 9 sur 10 avec un filet à je ne sais plus combien de mètres du bord de touche. Voilà. Bon, enfin, ça se fait. Voilà. Alors, Mohamed, j'étais le talonneur et lanceur de touche de mon équipe. Je n'ai jamais réussi de lancer de touche. Je ne savais pas pourquoi, mais grâce à Axel Conseil, j'ai compris que c'était peut-être, si j'ai participé à la compréhension des difficultés que tu as pu avoir quand tu étais talonneur, j'en suis ravi. C'est dommage que ce soit un peu tard. Mais voilà, enfin, bon, il y en a plein d'autres. Il y a plein de choses qu'on pourrait voir sur les talonneurs au niveau de la vision, au niveau de coordination, comment on vise, est-ce qu'on vise avec le haut du corps, est-ce qu'on vise avec le bas du corps. Bon, il y a plein de choses qu'on peut voir. Et ça, c'est, encore une fois, je répète parce qu'on n'arrive pas avec des choses toutes faites. Quand on arrive dans un club, on écoute. Et on écoute ce que l'entraîneur, le manager, l'entraîneur des avants, le SP pour les lancers de touche, on regarde après, on part du terrain toujours. Il faut toujours partir du terrain. Celui qui arrive avec sa boîte à outils et qui dit c'est comme ça, il n'a rien compris. Donc, on part du terrain, on regarde, et à partir de là, on regarde le joueur et on regarde la coïncidence qu'il y a entre ce qu'il fait sur le terrain et la manière et quelle préférence motrice. Et à partir de là, on peut le faire évoluer vers, une efficience beaucoup plus grande, mais c'est lui qui va évoluer. On ne va pas lui dire il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. On va lui faire sentir les choses et il va le trouver tout seul parce que la réussite va être là. Donc, il va intégrer tout seul ce qu'il y a à faire. Mais surtout il faut dire, moi, la principale chose que j'ai, alors je l'ai compris un peu tard, parce que je suis prof agrégé depuis 32 ans, je l'ai compris il y a malheureusement que 15 ans, mais il faut vraiment partir de ce que fait le joueur et de ce que fait la personne, pas obligatoirement les joueurs, mais ça peut être toute personne. Il faut partir de ce que la personne nous donne. C'est le plus important. Il ne faut pas arriver en disant j'ai tout compris, je suis le meilleur, c'est comme ça, etc. Moi, je ne suis pas le meilleur par rapport aux gens qu'on a pu rencontrer, je suis loin d'être meilleur qu'eux. D'accord ? Et donc, c'est super important d'écouter et de regarder ce que donnent les gens dans un premier temps. Voilà. Excusez-moi d'avoir été un petit peu long, peut-être. Manuel, je vais te donner la parole parce que j'ai vu que tu avais. Je veux juste rajouter deux choses par rapport à ce qu'a dit Xavier. C'est que là, j'avais une formation préférence motrice sur 2 jours et on était, tu connais Manuel et les autres aussi, on était à Massy, donc qui est une terre de rugby, et on a eu comme cobaye cet après-midi pour les tests, les choses comme ça, pour les gens qui étaient avec moi, on a eu des jeunes minimes, champions de France et cadets de rugby et ainsi de suite. Et justement, sur les lancers en touche, sur justement ce fameux point mobile, ainsi de suite, la concentration sur le point mobile, qu'est-ce que ça pouvait dire dans les lancers ? Et là, ça a été une révélation pour ces gamins. C'était génial parce que tout de suite, les résultats étaient là, parce qu'on arrivait à les mettre dans leur corps plus que dans leur tête, pour simplifier. On ne va pas trop rentrer dans les détails. Et la deuxième chose que disait Xavier, et ça, c'est hyper important chez Axel Conseil, j'en ai parlé déjà dans le football. Si vous me faites l'amitié d'être là mardi soir, j'en parlerai d'une manière bien précise à 21h sur le webinaire que je ferai sur le golf, mais ça s'appliquera sur le foot, sur tous les sports, puisque ça va ainsi de suite. Ça va sur tout ce que l'on fait. C'est bien comprendre que le sens des préférences motrices, puisque nous, ça fait 20 ans qu'on est sur les préférences motrices, le sens, c'est pas je connais les préférences motrices et je les applique sur le terrain. Nous, le sens, comme le disait très bien Xavier, je regarde le terrain, je prends conscience du terrain et si, grâce aux préférences motrices, je peux apporter une solution, j'essaye de l'amener. Mais le problème, comme l'avait dit Damien, si vous étiez là vendredi, et comme le dit Bertrand Terrelaz aussi, c'est on s'en fout qu'il soit terrien, aérien, qu'il soit sur l'avant, qu'il marche comme ça. On s'en fout de ça. Le but, c'est quelle est la problématique et résoudre la problématique. Et c'est ça qui est le plus important. Sinon, on va dire ce que disait Xavier, on va dire ouais, moi je sais, t'es comme ça, donc tu dois faire ça. Et là, ça va dans le mur parce que ça ne marche pas comme ça. Parce qu'il y a plein d'autres choses. Donc, nous, ce qu'on essaye de faire avec les préférences motrices, c'est de résoudre des problématiques concrètes. Et ça, c'est important. Le sens des rapports va dans ce sens-là. Du terrain vers nous. Ce n'est pas nous qui arrivons et qui prenons la place, ainsi de suite. Quand Xavier a vu ce manager général, qui était forcément un peu sceptique, un peu tout ça, il n'allait pas lui apprendre le rugby. Il le connaît bien mieux que lui, il y a des résultats bien mieux que lui. Sauf que les questionnements qu'il avait, parce qu'il avait vu sur le terrain qu'il y avait des choses qui ne marchaient pas,
Damien et Xavier ont réussi à lui montrer instantanément que s'il faisait peut-être d'une autre manière, bah, ça marchait. Et c'est ça, nous, l'apport qu'on peut avoir. Manuel, tu voulais dire quelque chose? Ah, pardon. Non, parce qu'il avait levé la main, j'ai vu. Ah, ton micro est coupé. Oui, voilà. c'est bon. Non, en fait, c'est juste que je comprends très bien que vous êtes très axé sur le fait de partir de l'existant, en fait, de ce qui se passe sur le terrain quand on arrive et des problématiques qui se posent dans les clubs. Et vous parlez de clubs de top 14, et nous, on allait intervenir, je crois, avec des cadets, ou enfin, si ça s'était fait sur le terrain. Des juniors, ouais, à l'époque. Vous avez pensé, alors ça, c'est juste pour une curiosité après, enfin, une curiosité dans le futur, est-ce que vous avez pensé à projeter vos expériences, enfin, en tout cas, vos déductions, est-ce que vous constatez dans un modèle éducatif? Parce qu'en fait, c'est un petit peu différent. Nous, avec les petits, on a des problématiques qui sont communes à pas mal de gamins. Voilà, donc tout simplement, là, on n'est pas sur des problématiques de performance, en plus, on est sur des problématiques de motricité. Et nous, c'est vrai que c'est vachement intéressant. Enfin, moi, ça m'a fait réfléchir à ça. Je me suis dit, mais j'ai pas réussi à faire le lien. Et j'ai l'impression quand même que vous êtes beaucoup sur les problématiques de performance d'adultes ou de sportifs de haut niveau jeunes, en fait. Donc, à tout hasard, enfin, par curiosité, je voulais savoir si vous commenciez à projeter un petit peu sur quand même des choses qui peuvent servir un peu en école de rugby ou des choses comme ça. Alors, juste pour te répondre, premièrement, alors pour répondre directement à ta question sur le rugby, oui, bien sûr, on peut faire plein de choses. Enfin, je reprends l'exemple du ruck. Savoir si le gamin, il faut qu'il aille dans le ruck, qu'il ait les pieds loin, qu'il se laisse embarquer vers l'avant et tout, ou alors plutôt qu'il se positionne avec les pieds plus près pour rester droit. Oui, ça, c'est facile à montrer, c'est facile à voir, on peut éduquer, on peut faire, etc. Pour les prises de balle en touche, c'est pareil. Pour les talonneurs, c'est pareil. Pour les prises d'information, on peut faire la même chose très jeune. Alors, comment dire, je confirme un peu la réponse. Je suis professeur, moi, de PS. Je fais ça dans toutes les activités au lycée. Je traite, moi, mes élèves, ils savent les positions d'attaque au badminton, les prises d'escalade, le schéma de course, le choix de schéma de course en course d'orientation. Enfin bon, il y en a plein. Hein. Donc, je vois qu'il y a Mathieu Soulier là, qui est professeur de PS, que je connais bien, qui était à côté de Chantilly, là où j'enseigne, et qui est maintenant dans le Lot, qui a fait ça pour le handball, si j'ai bonne mémoire, et qui a enseigné le handball en lycée professionnel, un peu compliqué, et ça a marché fantastiquement bien. Donc, la réponse est totalement oui. C'est juste, on n'en était pas loin. Bon, après, il y a eu les problèmes, il y a eu le Covid, il y a eu plein de choses, il y a eu les changements. Enfin, bon, bref, on ne va pas. Mais bien sûr que oui, bien sûr que oui. Et puis moi, il y a une chose qui m'intéressait à Drancy, c'est que c'est ce fameux jeu individuel que vous avez. Donc voilà. Mais bon, on en reparlera. Alors juste, je voudrais répondre à Stéphane Vouillot. Juste 2 secondes, parce que moi j'ai eu le cas là pour répondre à ça. Ces gamins sur les lancers en touche ou ainsi de suite qu'on a fait en cobaye, entre guillemets, comme ça, une réponse qu'on entend tout le temps, c'est que ah bah oui, c'est ce que je faisais quand ça va mieux, mais mon coach il m'a dit de faire autrement. Et je pense que nous, quand on part dans l'autre sens, c'est que le coach, avec tout l'envie qu'il a, avec tout ce qu'il veut, il n'est pas dans la tête de l'autre. Même nous, on n'est pas dans la tête de l'autre. Donc, c'est vraiment renverser les choses. Et le rôle du coach, comme le disait Xavier, n'est plus le même. C'est pas quelqu'un qui va te dire ce que tu dois faire. Le mouvement appartient à l'autre. Qu'il soit un gamin, qu'il soit un adulte, qu'il soit en top 14, qu'il soit chez toi à Drancy et en remplaçant comme joueur, on met les choses juste à l'envers. On va partir de ça et on ne va pas contraindre le jeune à faire quelque chose parce que le modèle dominant est comme ça. Et ça, c'est dans tous les sports. Donc, c'est ça, c'est là où on va essayer de voir les choses. Donc, ce qui s'applique au top 14 s'applique dans la manière de faire, s'applique aussi bien avec un enfant parce que on n'est pas dans la tête de la personne, il faut qu'il s'exprime. S'il y a une problématique, on va essayer de trouver la problématique, mais à partir de la personne. Plutôt que de lui imposer de faire comme ça parce que, je sais pas, Wilkinson, il tapait comme ça, donc il faut faire comme Wilkinson. Et on s'aperçoit que, comme tu l'as très bien montré, Farrell, il tape pas du tout comme Wilkinson et pourtant, il a autant de résultats et ainsi de suite. Donc, au rugby. Donc, c'est vraiment, comment dire, être à l'écoute pour justement aider la personne à libérer son talent. C'est que nous, et on n'est pas que nous, en disant ça, le geste ne s'apprend pas. Quand on est chez des jeunes, ils se libèrent. Et donc, on est là pour libérer un geste
plus que pour apprendre un geste. Et malheureusement, et ce n'est pas la faute des entraîneurs, parce que Xavier l'a dit, il l'a fait plein de fois, moi je l'ai fait plein de fois, on l'a tous fait plein de fois avant de connaître ça, on pensait avoir une solution, on donnait une solution pour l'autre, on était des apporteurs de solutions, et une fois sur deux, on avait raison, mais des fois, on n'avait pas raison. Donc là, on essaye d'avoir nos connaissances, de ne pas les imposer, mais d'aider la personne à trouver en elle-même pour qu'elle puisse s'exprimer. C'est juste. Alors, pour rebondir sur ce que demande Stéphane Vouillot, je suggère la coactivité entre les spécialistes préférences motrices et les spécialistes de l'activité. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Il y a 3 points de suspension derrière, donc je ne sais pas ce qu'il y avait derrière exactement. Mais oui, tout à fait d'accord, bien sûr, je suis tout à fait d'accord. Il y a des activités que je connais, d'autres que je maîtrise, d'autres que je ne connais pas. Donc, c'est sûr que si je suis avec quelqu'un qui est spécialiste de l'activité, je vais arriver avec mon regard et je vais voir des choses et je vais me confronter à lui par rapport à la connaissance qu'il a des habiletés motrices. Et en confrontant ce que je vois moi et ce qu'il voit lui et la manière dont il voit les choses, on va arriver à trouver une solution, à mon avis, qui sera meilleure que celle qu'il aurait trouvée tout seul et celle que j'aurais trouvée tout seul. Donc, c'est en unissant en fait nos 2 visions qu'on va arriver à trouver la meilleure solution possible. Mais bien sûr que, alors après, quand on est spécialiste, quand on connaît bien les préférences motrices, parce que spécialiste des préférences motrices, il faut faire attention aussi, personne n'est spécialiste complètement des préférences motrices. Si on l'était, on serait très fort. Mais un spécialiste des préférences motrices et un spécialiste de l'activité qui travaillent ensemble, évidemment que c'est top, quoi. Ce que l'on essaye de faire chez Axel, justement, c'est que des spécialistes rugby comme Xavier ou Marc, des spécialistes football, comme ils parlent football et rajoutent les préférences. C'est-à-dire que ce n'est pas moi ou n'importe qui, même si par exemple mercredi j'ai un webinaire parce qu'on a travaillé avec le bowling ou que Marc travaille avec la boxe, on n'a jamais boxé et tout ça, mais on le fait avec les entraîneurs, on aide les entraîneurs à résoudre un problème. Mais c'est toujours pareil, c'est que ça s'adresse directement. Mais moi, j'ai joué au bowling comme peut-être tout le monde, voilà, mais sans plus. Et un gars qui est champion de France ou ainsi de suite, je ne vais pas lui dire ce qu'il a à faire. Par contre, le coach, il peut me dire, Eric Courreau peut me dire, tiens, lui, il a du mal sur tel truc parce qu'il n'arrive plus à s'élancer de cette manière-là. Et je lui dis, bah voilà, peut-être que tu vas t'élancer comme ça. Est-ce que c'est à ce moment-là? Enfin, voilà, c'est juste essayer d'amener des pistes au coach. Mais moi, je ne crois pas, et nous, on ne croit pas chez Axel, que la même personne peut tout faire. Peut faire de la course à pied, peut faire du golf, peut faire des machins, peut faire des trucs. Ça veut dire qu'il met les préférences motrices et après, il les balance dans l'activité. C'est juste de l'inverse, parce que ça ne marche pas comme ça. Donc, d'où d'ailleurs, oui, bien sûr, essayons de trouver l'ensemble. Et nous, on est plutôt les coachs. On va t'aider, toi, Manuel, à essayer de voir, résoudre les problèmes que tu as avec les gamins. Mais c'est toi qui es avec les gamins sur le terrain. Ce n'est pas nous qui allons dire aux gamins ce qu'il faut faire. Toi, tu sais mieux que nous, comme disait Xavier, dans ce qu'il y a à faire. Et puis, tu les as tous les jours. Donc, par contre, on peut peut-être essayer de t'aider comme on essaye de faire. C'est juste notre rôle. Je reviens justement par rapport à ce que disait Emmanuel tout à l'heure. Xavier l'a abordé dans sa vidéo parce que, en fait, Dominique, tu réponds aussi à un spécialiste de golf, mais une des questions du rugby, c'est comment tu l'appliques de façon collective. Parce que l'individualisation avec des minimes, des cadets, c'est pas forcément évident, quoi. Tu vois comment tu travailles collectivement. Alors, Xavier a proposé un élément de réponse dans la vidéo, c'est l'entraînement différentiel. Donc ça, c'est une méthode de travail qui permet de faire travailler tout le monde en proposant des problèmes et non pas des manières de réaliser. Et la deuxième chose, parce que je me permets d'intervenir, parce que tu parlais de la boxe, et ça, c'était flagrant pour la boxe, et là, c'était avec des boxeurs de haut niveau, mais ça marche avec tout le monde. En fait, l'objectif de notre intervention, c'est de faire prendre conscience des contrastes, en fait, que ce soit par le staff ou par les jeunes. Et ça, c'est quelque chose qui peut structurer l'entraînement, c'est-à-dire mettre les gens en situation de percevoir qu'on peut faire les choses de manière différente. Sur la boxe, on demande aux boxeurs de boxer en terrien, de boxer en aérien, peu importe leur profil. On revient aussi à ce que disait Xavier tout à l'heure. Le profil, finalement, ça peut être un facteur limitant de vouloir appliquer le profil. Et dans la méthode de travail, et notamment collectivement, ça peut être intéressant de placer l'ensemble des joueurs dans des situations où ils font l'expérience des contrastes, avec des choses qui fonctionnent et des choses qui ne fonctionnent pas. Alors, j'ai une question de YF de Villers. Ne serait-il pas d'appuyer vos propos sur des publications scientifiques? Je suis convaincu de ce qui est partagé, mais pour faire écho correctement, percer chez les entraîneurs, il faudrait qu'Axel investisse dans la recherche. Alors, c'est une question large. Alors, premièrement,
investissent dans la recherche. Alors, on s'appuie sur plein de choses qui existent déjà, hein. Bon, Action Type, il y a des, comment dire, il y a des publications scientifiques. Marc a parlé de différentiels. Donc, il y a des publications qui sont faites actuellement, je le disais, en Allemagne et en Irlande essentiellement, donc qui sont trouvables et visibles sans aucun problème. Maintenant, les publications scientifiques, Axel, nous, les publications scientifiques, c'est les publications de terrain, c'est les résultats qu'on peut avoir sur le terrain. Et c'est les remontées qu'on peut avoir du terrain, des entraîneurs, des joueurs, des résultats, etc. Moi, les publications scientifiques, ça me fait rire, non, mais quand on lit certains textes officiels de l'éducation nationale, on peut se demander si, voilà, sur quoi ça peut s'appuyer. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est le terrain, c'est que ça marche, c'est qu'on trouve des solutions et qu'on avance. Après, les publications scientifiques, je ne pense pas que c'est une publication scientifique qui fait le résultat. Alors après, c'est vrai qu'il faut, et c'est vrai qu'il y en a, il n'y a aucun problème. Mais voilà, c'est pas. Enfin, moi, je ne suis pas, comment dire, à fond derrière la publication scientifique. Alors, on en a derrière, il y en a, il n'y a aucun problème. Et si, alors, YF, je ne sais pas ce que c'est, Yves-François, je ne sais pas, veut, il n'y a aucun problème. Il m'envoie un mail, je lui donnerai les publications scientifiques qu'il souhaite. On ne va pas les exposer là, ça prend un peu de temps. Mais ça existe, il y en a, on les connaît, on s'appuie dessus, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà. Dominique, excuse-moi, Dominique, je voulais le dire pour que tu n'aies pas besoin de le dire. Pour répondre à la question alors YF, Yves, peut-être que c'est son prénom, je ne sais pas. Ce qui permet, parce que moi je ne le sens pas du tout, enfin, je pense que c'est quelqu'un qui adhère à ce qu'on fait. Mais pour percer en fait chez les entraîneurs, il faut faire ce que Axel fait depuis 20 ans, c'est-à-dire depuis bien avant que je sois là. C'est ce travail régulier de terrain, d'aller prouver en permanence que les choses fonctionnent et puis c'est ce qui se fait depuis 20 ans chez Axel. Moi, j'y suis seulement depuis 2017, donc je profite du travail qui a été effectué depuis 20 ans par Dominique et Francine. Et j'en profite pour passer le message qu'il me semble que ce travail mérite le respect et que si aujourd'hui on parle aussi un peu partout de préférence motrice, c'est parce que des gens comme Dominique et Francine, pas que, mais eux en particulier parmi d'autres, ont fait ce travail sur le terrain depuis 20 ans, parce que les publications scientifiques, en fait, on en trouve partout et dans tous les sens. Et que ce qui permet, enfin, d'après l'expérience d'Axel, ce qui permet aujourd'hui justement de percer chez certains entraîneurs et au plus haut niveau et ailleurs, c'est ce travail de terrain qui a été effectué depuis 20 ans. Donc voilà, je me suis permis de le dire parce que ça évite à Dominique de le dire de lui-même. Non, c'est pas ce qu'on va dire, ce qu'on a fait, mais il y a deux choses par rapport à ça, par rapport à la science. Je connais différentes personnes qui travaillent dans les préférences motrices qui s'appuient sur la science, qui font des grandes théories pour montrer qu'il n'y a pas de différence de fonctionnement entre, je sais pas, quelqu'un qui est par en haut ou par en bas. Donc, passer du temps à voir qu'il n'y a pas de différence, voilà, c'est un peu, ça sert pas forcément, enfin pour moi, à grand chose. Et puis nous, à la base, on est sportifs, donc on n'est pas des scientifiques et on veut pas se prendre pour des scientifiques. Donc moi, ce que je dis souvent quand on me demande est-ce que c'est scientifique, moi je dis je suis un peu idiot, je suis sportif, j'y connais rien. Mais vous qui êtes scientifique, montrez-moi que ça marche. Je vous montre sur le terrain que ça marche, qu'il y a ces différences, qu'il y a ces choses. À la limite, je peux penser que je ne sais pas pourquoi, mais ce n'est pas à moi d'essayer de prouver pourquoi ça marche. C'est peut-être aux scientifiques de nous montrer pourquoi ça marche. Et c'est vrai que c'est compliqué quand ça remet en cause des savoirs que les gens ont bac plus 10, j'en sais rien, et qui ont appris des choses, et que là, on montre que c'est peut-être pas toujours comme ça. Le but, c'est pas de montrer qu'ils ont tort, parce qu'il n'y a pas de tort et raison. Montrer que c'est peut-être pas tout à fait ça. C'est là que ça peut devenir compliqué. Et que les gens qui sont un peu ouverts, ils deviennent un peu moins parce que ça remet en cause ce qu'ils sont. Mais oui, il faudrait, mais on n'est pas des scientifiques. On est des gens, comme l'a dit Marc, qui sont sur le terrain sur 20 ans. Voilà, on connaît le terrain, on connaît les problématiques des coachs, on les a vécues pour nous, des gens, on les a vécues vers les autres, que ça soit en entreprise ou que ça soit dans le sport. On part du terrain et on essaye d'aider les gens qui sont sur le terrain à fonctionner un peu mieux. Voilà, c'est ça. Que ça soit scientifique ou pas, je peux comprendre que pour certaines personnes, puisque ça ne suit pas sur du scientifique, mais si vous avez vu Damien qui, vendredi, il disait que il y a certains temps, la science nous disait que la Terre était plate, quoi. Et que les scientifiques nous disaient aussi que c'est le Soleil qui tournait autour de la Terre. Donc,
Voilà, tout ça, ça évolue, tout ça, c'est bien. Ça ne veut pas dire qu'on est contre la science, pas du tout. La science est très importante, ainsi de suite. Mais la science doit valider ce qu'on voit sur le terrain. Et nous, on est sur le terrain, donc on ne peut pas être à la fois des scientifiques qui allons sur le terrain. Parce qu'on sait qu'est-ce qui se passe quand des scientifiques viennent sur le terrain. C'est qu'ils vont dire, par exemple, à Manuel comment il doit faire pour jouer de la guitare ou pour entraîner des cadets. Parce que scientifiquement, voilà ce qu'il faut faire. Mais ils ne sont pas sur le terrain. Donc nous, on préfère… Alors pour continuer de répondre à YF qui ramène, et je le remercie pour ce qu'il dit, le milieu scientifique est frileux à ce qui n'est pas dans les revues. Ben, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et comme ils ont un temps de retard, alors ce n'est pas de leur faute, hein, mais il faut valider, etc. Enfin, voir les problèmes de médicamenteux qu'il y a eu avec la Covid où il fallait faire des séjours. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Et malheureusement, la science valide un petit peu en retard à chaque fois. Benjamin me dit, de plus, travaillez-vous dans les… Ah non, attendez, il y a une question avant. Voilà. Dans votre démarche, proposez-vous des préactivations sensorimotrices pour permettre aux pratiquants de s'orienter vers leurs préférences? Alors, c'est une question large, ça encore. Alors, docteur, oui et non. J'aime bien répondre comme ça, au moins je suis tranquille. Oui, quand on est persuadé de la préférence et qu'on sait exactement ce qui va se passer. Non, parce que la préférence arrive toujours par rapport au contexte. C'est toujours le contexte et l'action qui a raison. Et le joueur qui, dans la vidéo, je vous ai dit que les verticaux préféraient prendre l'action en face d'eux et avoir le ballon qui arrive dessus. Quand le ballon arrive de côté, ben, il ne va pas dire ben non, je suis vertical, je ne le prends pas. Donc, obligatoirement, sa préférence à ce moment-là, il ne va pas, même s'il se prépare à sa préférence, le ballon va lui arriver de côté, il va falloir qu'il le prenne. C'est une situation qui va être plus délicate. Donc, il va lui prendre plus d'énergie, il va peut-être faire un peu sur la vision, etc. etc. D'accord? Donc, la réponse est à certaines situations, oui, à certaines situations, non. J'allais dire la boxe, Marc pourrait répondre plus bien la boxe, donc je ne sais pas répondre là-dessus. Mais la réponse est, pour moi, la réponse est le contexte. Je vais donner un exemple. Je vais donner un exemple assez simple, fait que tout le monde connaît maintenant, que je peux donner. Un coureur à pied. Un coureur à pied qui est ce qu'on appelle aérien, c'est-à-dire qui va rebondir sur les avant-pieds, et un coureur terrien qui va plutôt d'abord avoir une pose du talon. Okay, lorsqu'ils vont courir sur du plat, ils vont courir comme ça. Mais lorsque ça va descendre, à un moment, le coureur aérien, quand ça va descendre vraiment, il ne va pas pouvoir rester en avant-pied. Ou alors il va se casser la gueule. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Le contexte va lui obliger à poser le talon d'abord. Et ce n'est pas sa préférence. Donc, il sera obligé de le faire. Donc, le contexte a toujours raison. Et on s'adapte. Alors, quand on peut s'adapter dans sa préférence, autant le faire. Mais quand on ne peut pas s'adapter dans sa préférence, il faut faire avec ce qu'on a à ce moment-là. D'accord? C'est pour ça que, et Dominique en parlera sûrement mardi soir avec le golf, quand on fait travailler un golfeur, on le fait travailler dans ses deux préférences, toujours. Parce qu'il y a certains moments où tel coup, il va être obligé de sa préférence, ça ne pourra pas aller. Si la balle est plus haute ou plus basse que les pieds, est-ce que sa préférence pourra être appliquée? Ce n'est pas sûr. C'est-à-dire que les gens qui disent votre préférence, c'est ça, on vous met dans une case et vous faites ça partout, c'est pas, voilà, pas là-dessus. Le contexte, c'est le code qui va amener l'action du joueur. Oui, Marc. Je propose de répondre à la question de Benjamin qui parle de l'activité professionnelle et des TMS, des troubles musculo-squelettiques. J'allais y venir, mais… Je réponds juste à ce que disait Xavier, juste par rapport à ça, c'est que chez Axel, ce qui nous différencie, je pense, des autres, c'est que nous, on met de la fluidité dans le profil et on ne cherche pas à mettre de la constance dans un profil. C'est-à-dire que si je suis marche par en haut, je ne vais pas chercher à de la constance dedans. Parce qu'à un moment donné, comme tu l'as dit, quand le contexte va être différent, il va falloir que je marche par en bas. Donc, c'est trouver cette fluidité et d'avoir la possibilité d'aller d'un côté ou de l'autre. Et c'est ça la préférence. C'est-à-dire que c'est ça qui est vraiment important. Donc, nous, on ne met pas de la constance dans un profil, comme on peut voir sur Internet en disant à lui, il est terrien ou il marche par en bas, donc il faut qu'il fasse ça, ça et ça. Oui, d'accord, mais quand le contexte change, il ne faut surtout pas qu'il fasse ça. Donc, mettre de la constance dans un profil, ce n'est pas ni écologique, ni ce qui se passe sur le terrain. Sur le terrain, il faut avoir de la cohérence motrice, de la dynamique motrice, comme on dit, et qui va pouvoir répondre, comme l'a dit Xavier, aux conséquences du terrain. Tu voulais répondre, Marc,
Non? Allô? Et oui. Alors moi, juste, Yvan Bic dit quelque chose de fantastique. Faut-il déjà que dans les échantillons pris dans les publications scientifiques, il y ait tous les profils? Ça, c'est Donc, sûr. réponse. Et bon, voilà. Bon, bon, écoute. Donc, Marc, si tu veux dire quelque chose sur les. Non, non, vas-y Xavier, je te laisse faire. J'avais peut-être un exemple à donner par rapport à une formation que je fais début juillet, c'était tout. Je te laisse faire. D'accord. Non, non, mais c'est juste par rapport à attends, la question, c'était de plus travaillez-vous dans les secteurs de l'activité professionnelle dans un objectif de prévention des troubles musculo-squelettiques, par exemple? Alors, la réponse est concrètement, actuellement, non, à part Marc peut-être, mais Oui. on a des axes de réflexion certains sur plusieurs, j'allais dire, dans plusieurs domaines qui n'ont pas été mis en activité encore. Mais la réponse pour moi est clairement oui. Enfin bon, je ne vais pas donner d'exemple, mais les gens qui portent des charges lourdes, enfin, on connaît tout ça. Il y a des positionnements qui sont préférentiels pour éviter les blessures, pour éviter tout ça. Ça, c'est une certitude. Alors après, il faut voir, faut croiser ça encore une fois, il faut regarder comment ça se passe. Il faut croiser ça avec la notion de répétitivité du geste. La répétitivité du geste, pardon, mais sa préférence, au bout d'un moment, peut être, j'allais dire, terrain favorable à des blessures. Il ne faut pas dire non plus que parce qu'on est dans son préférence, on ne sera plus jamais blessé, on sera plus. Non, ça c'est faux également. Mais c'est vrai qu'on met la personne plus dans une situation où la blessure arrivera moins vite et moins souvent. Alors, un exemple. Vas-y, Marc, parce que justement, tu as une formation justement début juillet et tu vas en parler Un exemple concret, c'est en fait, c'est une formation qui est partie d'une présentation que j'avais faite justement sur les troubles musculo-squelettiques, parce que tu retrouves dans l'entreprise l'application de techniques et avec un haut niveau de répétition, comme disait Xavier, comme tu retrouves dans le domaine du sport. Et donc ça, début juillet, on a une formation qui est programmée et qu'on reproduit au mois d'octobre pour des interprètes en langue des signes. Ce sont des gens qui ont des problématiques de pathologie parce qu'ils répètent justement des gestes à longueur de journée. Et par exemple, la personne avec qui j'avais échangé me disait que c'était pour elle très difficile de signer avec les coudes collés au corps, alors que c'est ce qu'on leur apprend et ce qu'on leur demande en école. Donc elle, qui avait un peu de caractère, un peu de tempérament, elle avait décidé qu'elle allait lever ses coudes et signer avec les coudes levés. Donc c'est le genre de choses qu'on va trouver. Mais effectivement, en entreprise, comme on a l'application d'une technique qui est la même pour tout le monde et un très haut niveau de répétition, on retrouve exactement les mêmes problématiques que dans le sport. Donc, si elle veut dire, si elle lançait en touche, ce serait comme le lanceur. A priori, ouais. Des bras comme ça plutôt qu'avec les bras comme ça, c'est ça? Pour répondre à Eric Courreau, il est donc important de varier les entraînements, notamment dans ses non-préférences ou en difficulté. Bien évidemment que oui. Bien évidemment que oui. Bien évidemment, il faut rester principalement sur sa préférence parce que le corps sera là beaucoup plus performant à chaque fois. Mais comme le corps ne peut pas rester parce que c'est une dynamique et parce que c'est une question d'énergie tout le temps dans ses meilleures dispositions de préférence, il faut absolument travailler dans sa préférence opposée, on va dire. D'accord. Et bon, on ne va pas faire un cours sur l'apprentissage différentiel, mais oui, partager, aller chercher la palette maximale des réponses motrices, oui, bien sûr. Bien sûr qu'il faut partir, il faut aller chercher la palette maximale pour que le corps ait vécu une fois la situation dans laquelle il peut se retrouver dans certains cas. Ça, c'est une évidence. C'est ce que je fais mardi. Donc, si vous avez encore une fois le quart d'heure de présentation, sera justement sur comment s'entraîner par rapport au golf, mais c'est aussi l'entraînement qu'on retrouve au rugby, c'est l'entraînement qu'on retrouve partout. C'est les principes d'entraînement justement qui font que on va pouvoir justement s'entraîner plus intelligemment. Je ne sais pas s'il faut dire ça, mais surtout pour avoir des résultats qui soient un peu plus compétents. Et c'est ce que fait le PSG, c'est ce que fait Barcelone, c'est ce que fait voilà, c'est ce type d'entraînement dans le football, et c'est ce que commencent à faire certains clubs dans le rugby avec nos préconisations tout au moins. Voilà, pas nos solutions, mais nos préconisations. Y a-t-il d'autres questions sur Facebook ou pas? Non, Xavier, toi qui as... attends, si. C'est Vincent Laplace qui te met une. Tu liras, qui te met un petit message pour toi. Donc voilà, je laisse. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
ou est-ce que c'est OK pour tout le monde? Juste peut-être une remarque. Ah, Mathieu. Bonjour Mathieu. Salut Xavier, salut Dominique. Salut, C'est Thibaut dans le Lot. Ah, tu es super beau, très très chaud, la belle vie. Pour répondre peut-être à Manuel et ce qui concerne les préférences sur les écoles de rugby, c'est que ça va aussi permettre de peut-être envisager des contextes auxquels on n'aurait pas pensé sans et permettre à ces jeunes joueurs de s'épanouir dans des situations qui étaient peut-être avant préétablies et qui permettaient pas de balayer un peu toute la palette motrice du joueur en devenir, quoi. Et cette réalité du terrain et le contexte fait que ça va énormément aider à trouver sa façon de faire, quoi, sans pour autant la prescrire. Et ça rejoint un peu tout ce que vous avez dit sur les façons d'entraîner. Et voilà. Voilà. Et si Mathieu un jour veut nous donner la fantastique vidéo qu'il avait faite au handball avec ses lycéennes du lycée professionnel, c'était juste parfait. Bon, vous avez vu que dans le rugby, là, il y a eu beaucoup d'accents entre Marc, Xavier, d'Axel. Voilà, on met même l'accent dans tout ça vient dans le sud-ouest et donc c'est. Il y en avait au foot aussi. Pardon? Il y en avait au foot aussi. On l'avait au foot aussi. Tu avais quelque chose à Ben, écoutez, s'il Il n'y a plus n'y a plus de questions. Ben, vas-y, Xavier, conclue. Je te laisse conclure. Non, ben, écoutez, conclure. Ben, écoutez, merci déjà à ceux qui étaient là et à ceux qui ont posé des questions. Maintenant, comme je disais à Manuel, le plus important pour nous, c'est d'aller à la rencontre du terrain, d'aller à la rencontre des joueurs, d'aller à la rencontre des entraîneurs, de confronter. Comme je disais tout à l'heure, c'est en confrontant les spécialistes des habiletés motrices, des activités, et nous qui sommes spécialistes des préférences motrices, qu'on va trouver des solutions innovantes et qu'on va faire avancer les choses dans un sens qui n'est pas encore, j'allais dire, objectivé dans beaucoup de clubs. On est à votre disposition. N'hésitez pas à parler, n'hésitez pas à dire aux gens qui nous envoient des messages pour qu'on leur présente ce qu'on fait. Et puis voilà. Écoutez, merci de votre présence. Et alors, n'oubliez pas, on va faire un peu de pub parce que le chef est là. Donc, mardi soir, il y a golf et jeudi ou vendredi, Marc, je ne sais plus, il y a basket. Voilà, plus vendredi le basket, pardon. Vendredi le basket, plus le site Axel qui va être rénové et qui va arriver durant la semaine. Voilà, merci à tous, bonne soirée. Et puis écoutez, à bientôt, n'hésitez pas à nous contacter. Merci Xavier pour le temps que tu as passé. Merci pour la présentation. Et puis, si vous êtes là mardi, encore une fois, c'est comment s'entraîner. C'est bien sûr sur du golf, mais c'est applicable à tous sur l'entraînement différentiel. Et voilà, ça peut aussi intéresser les rugbyman. En tout cas, merci pour vous qui étiez sur Zoom. Merci sur ceux qui étaient sur Facebook de vos questions, de nous avoir regardés. Et à mardi, c'est 21h le golf. 21h après le dîner. Voilà, à bientôt. Bonne fin de dimanche. Au revoir. Bonsoir. Bonsoir.